BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, merci d'être avec nous. Ça s'est passé hier, après 9 minutes de vol, le premier étage de la méga fusée Starship est revenu vers son pas de tir avant d'être délicatement attrapé par deux bras mécaniques sur la tour de lancement. Coïncidence ou non, le Bitcoin prend aujourd'hui près de 4% et se rapproche du seuil technique des 65 000 $. On va en parler dans un instant avec Alexandre Baranès. Bonjour Alexandre, chef analyste chez IG. Elon Musk est-il toujours aussi influent sur le marché crypto? C'est cette question qu'on va se reposer aujourd'hui. Et puis, quelle influence a-t-il surtout sur la présidentielle américaine? Lui qui s'est clairement déclaré en faveur de Donald Trump. D'ailleurs, ce dernier lance sa plateforme crypto demain, à 22 jours de la présidentielle. Et ça, c'est inédit. On en parle dans un instant avec Sébastien Bandry. Bonjour Sébastien, journaliste BFM Crypto. Et puis, Trump rattrape aussi sa rivale Kamala Harris dans les sondages. Quel serait l'impact de la victoire de l'un ou de l'autre pour le marché crypto? On va en parler avec Vincent Fourcault. Bonjour Vincent, CEO de Quant Alpha Signals. Vous l'avez compris, donc on parle tout de suite de la présidentielle américaine et de son impact sur le marché crypto. Voilà, donc tout de suite, on va commencer, Sébastien Bandry, avec Donald Trump, qui, ça y est, c'est le jour J, en tout cas ça se passe demain, lance enfin sa plateforme crypto, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Oui, à 3 semaines des élections américaines qui auront lieu, je le rappelle, mardi 5 novembre, voilà que Donald Trump et sa famille lancent enfin officiellement leur dernier projet crypto demain, la plateforme de finances décentralisée World Liberty Financial. Alors, le compte X de la plateforme a annoncé que la vente publique de jetons commencerait ce 15 octobre et qu'elle était ouverte en fait à tous ceux qui se qualifient via la liste blanche. En clair, World Liberty Financial sera disponible pour les investisseurs aux États-Unis et au Royaume-Uni pour le moment, et concrètement, ce sont les personnes qui détiennent au moins $1 million qui sont éligible à la plateforme, à pouvoir investir là-dessus. Bon, il faut le rappeler, c'est quand même assez inédit, Sébastien, qu'un candidat à la présidentielle américaine lance un projet de si grande ampleur à moins de 3 semaines de l'élection. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qu'est ce projet? Oui, ce projet crypto, il a pour but en fait de stimuler l'adoption massive des crypto-monnaies aux États-Unis grâce en fait à une plateforme unique afin de créer tout simplement une véritable alternative aux banques. L'objectif de Donald Trump et de ses fils est de tirer parti de la distribution d'un protocole de finances décentralisé qui sera conçu pour être accessible, intuitif et contrôlé directement par les utilisateurs de la plateforme. Alors, World Liberty Financial doit permettre aux utilisateurs d'emprunter ou de se prêter des crypto-monnaies entre eux. La plateforme doit également aussi permettre permettre aux inscrits d'utiliser leur crypto en guise de garantie pour obtenir des prêts, par exemple. Bon, et Sébastien, concrètement, quelles vont être les principales étapes de ce projet ? Alors, le site internet du projet indique que World Liberty Financial cherchera à lever $300 millions grâce à la vente initiale de 20% des jetons. Et à terme, la capitalisation du projet devrait atteindre $1,5 milliard. La deuxième phase consisterait à laisser la place aux investisseurs pour qu'ils utilisent librement la plateforme avec la plus grande autonomie possible. World Liberty Financial a aussi l'intention de créer une carte de crédit indexée à des stablecoins pour permettre aux utilisateurs de dépenser la crypto-monnaie dans leur quotidien. Bon, et Sébastien, c'est un projet qui parle aussi d'ailleurs grandement de tokenisation d'actifs. Oui, c'est la dernière phase du projet. L'équipe derrière la plateforme, elle souhaite fractionner des actifs de la vie réelle, comme des hôtels ou des clubs sportifs par exemple, et permettre en fait aux utilisateurs de détenir directement des jetons liés à ces projets. On assiste encore ici à une nouvelle illustration du positionnement pro-crypto de Donald Trump, alors qu'il était encore il y a quelques années très critique envers les crypto-monnaies, qu'il avait même qualifié d'arnaque. Alors Donald Trump, il a radicalement changé sa position aujourd'hui. Il se présente en tant que champion des devises numériques. Et lors de la Bitcoin conférence qui se déroulait fin juillet à Nashville dans le Tennessee, il avait promis en fait qu'en cas de réélection, il serait le président pro-crypto et pro-innovation dont les États-Unis ont besoin. À suivre donc dans les prochains jours et dans les prochaines semaines pour voir si World Liberty Financial a réussi son pari.
Et merci beaucoup Sébastien Bordry, donc journaliste BFM Crypto. Évidemment, on suivra ça dans les prochains jours, les prochaines semaines, dans le club BFM Crypto sur BFM Business. Alexandre Baralez, avant de faire un petit point un peu sur le marché crypto, qui ça y est semble se réveiller là depuis quelques heures. On verra si c'est durable. Bon, nous en France, a priori, on n'aura pas accès parce qu'on n'a pas été whitelisté pour investir et se servir en tout cas de cette plateforme. Mais c'est quand même entre Kamala Harris et Donald Trump, les deux se sont positionnés récemment en faveur du marché crypto, parce qu'on va en reparler, mais il y a quand même beaucoup d'électeurs américains à aller chercher sur cette thématique. Mais là, quand même, le fait qu'un candidat à la présidentielle américaine lance une plateforme comme ça, va aussi loin dans un projet, a fortiori en plus crypto à moins de 3 semaines de l'élection, c'est inédit. Ouais, c'est inédit, et c'est vrai que ça paraît un peu paradoxal parce que ça ne colle pas forcément à l'image qui s'est forgée au fil des décennies. Quelqu'un qui a une positionnement très conservateur, dont l'électorat même habituellement est un électorat plutôt conservateur. L'électorat tech en général, Silicon Valley, c'était plutôt l'électorat démocrate. Et là, il se positionne sur un créneau qui est tech et d'un projet sur lequel il coche tous les mots-clés. En fait, un crypto, tokenisation, décentralisé, etc. Donc ça parle effectivement à ceux qui aiment la crypto, mais on a quand même du mal à rapprocher ça, bon en tout cas, vu l'extérieur, rapprocher ça du personnage qu'il est, où il a toujours investi dans les secteurs très traditionnels, l'immobilier, les lignes et compagnies aériennes, il est toujours défenseur des énergies non renouvelables, et il est encore maintenant. Donc il y a ce côté, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'opportunisme politique, certes peut-être un peu coûteux parce qu'il faut quand même développer ce genre de projet qui a un certain coût, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'opportunisme politique, et il y en a probablement parce que la SEC, c'est sous Biden, sous le mandat Biden, qu'elle a été la plus dure à convaincre de l'adoption des cryptos, donc il a bien compris qu'il y avait un créneau à prendre de ce côté-là, mais comme vous l'avez dit, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il veut se présenter comme le candidat défenseur de la crypto pour tous les Américains, et le projet qu'il met en place est extrêmement restrictif, il y a une liste blanche réservée à un patrimoine minimum, et donc voilà, il y a toujours comme ça quelques contradictions avec Trump, et qui sont dures à réconcilier quand on voit son parcours historique, en fait, tout simplement. Effectivement, c'est un peu contradictoire, Alexandre, parce que oui, ok, il parle à tous ceux qui aiment la tech, etc. Mais est-ce qu'il ne se servirait pas un petit peu de tout ce qu'il y a derrière le Bitcoin pour un peu aller séduire un peu tous les libertariens qu'il y a aux États-Unis finalement, parce qu'en fait son projet World Libertify, c'est aussi clairement Vincent Fourcault de se présenter un peu comme une alternative aux banques et un peu à la finance traditionnelle, et de dire attendez, maintenant on désintermédie tout, vous n'aurez plus besoin des banques qui vous arnaquent. Je un peu loin quand je dis ça, mais c'est un peu l'idée qui sous-tend derrière. Vincent, c'est un peu paradoxal, sachant qu'effectivement, comme l'a dit Alexandre, il y a un seuil minimal quand même pour investir sur cette plateforme. C'est pas donné à tout le monde. C'est avant tout un entrepreneur opportuniste. Il a vu une façon de financer ses activités immobilières ainsi. D'ailleurs, ça a beaucoup de sens. Nous, on connaît chez nous, et ça va parler à beaucoup d'auditeurs et téléspectateurs, on connaît les SCI, les sociétés civiles immobilières. Quand on veut changer ou vendre des parts, faut faire une assemblée générale, faut convoquer les actionnaires, faut le faire enregistrer. C'est vrai que la tokenisation de ce processus est fabuleux, parce que ça donne un eurodatage, ça donne une transparence sur qui détient quoi à l'instant T, et c'est formidable. Donc il a vu l'opportunité business pour lui de vendre, entre guillemets, sans faire un produit financier avec des contraintes réglementaires très lourdes, de faire un outil capable de le financer pour des projets, pour ses enfants, d'ailleurs, qui sont à la tête de ce projet. Ça va très vite, et comme il sait qu'il va passer dans les médias pendant quelques semaines, voire quelques mois, s'il est élu, voire quelques années, c'est l'occasion de surfer sur une nouvelle opportunité business. Il comprenait rien à l'origine, maintenant il a compris, on lui a expliqué comment ça fonctionnait, il trouve ça génial. Et Sébastien, comme le dit Vincent, c'est un projet très, très familial finalement. Oui, ils sont totalement en famille, c'est ses 2 fils en fait qui sont à la manette de ce projet-là. Bon, et donc c'est un petit peu une affaire de famille. On verra ce que ça donne, si le projet est fiable. En tout cas, il s'appuie sur un protocole de finance décentralisée qui s'appelle AAV, qui est c'est le premier protocole de finance décentralisée, je crois, dans l'écosystème crypto. Donc, en tout cas, il s'appuie quand même sur des fondamentaux solides. Alexandre Baralez, le marché crypto s'est réveillé. Plusieurs fois dans cette émission, vous nous parliez du fameux range entre les 60 000 $ et les 65 000, et vous nous avez dit, si on passe les 65 000, a priori, ça peut être bon signe pour que ça parte vers le haut.
Là, on n'en est pas loin. Ça a beaucoup monté ces dernières heures. À quoi c'est dû, en fait, ce plus 4% en quelques heures là? Le sujet, je pense qu'il y a un sujet quand même Trump. Dans les sondages, on voit quand même depuis quelques jours, il y a vraiment une convergence à nouveau des probabilités d'élection de Trump, qui est un écart significatif avec Harris pendant pas mal de semaines, et on voit que ça reconverge à nouveau. Et je pense que c'est... Alors, on n'a pas de préélectoral. Je pense qu'après élection, tout ceci ne vaudra plus, évidemment. En tout cas, beaucoup moins, que ce soit un candidat démocrate ou républicain qui l'emporte. Je pense que le marché crypto ne dépendra pas de la couleur politique de celui qui dirige le pays à ce moment-là, mais en période préélectorale, on l'a vu sur le marché action, par exemple, c'est un secteur. Et je pense que ce qu'on voit là ces derniers jours dans ce resserrement des écarts entre les deux candidats dans les sondages, je pense que ça joue quand même un petit peu pour le segment crypto. Et surtout à un moment où, en plus, ça ne devrait pas forcément être le cas. C'est-à-dire qu'on parle souvent ensemble le lundi de l'influence aussi de tout ce qui est taux ou dollar. On a vu, par exemple, que depuis la rentrée, ça avait beaucoup d'influence sur les cryptos, les retracements ou autres, parce que les taux américains se retendaient, le dollar se retendait, et tous les actifs à risque, et notamment à risque, je mets ça dans les actions tech ou autres également, peuvent subir ce genre de phase où quand les taux montent, on préfère souvent se prendre un petit peu les gains. Et là, on remarque que depuis quelques jours, les taux US restent toujours assez perchés par rapport à leur trajectoire d'il y a 3 semaines. Le dollar est toujours assez haut. Et pour autant, Bitcoin arrive à s'extraire de cette force de rattrapage que sont les taux et le dollar. Donc, c'est peut-être plus effectivement lié à l'aspect politique, soit depuis quelques jours, que l'aspect purement marché ou financier. Voilà, donc au final, ce que vous nous dites, Alexandre, c'est que d'un point de vue marché, purement marché, c'est pas logique là, que le Bitcoin monte là, depuis là, en tout cas, très fort depuis quelques heures. C'est plutôt sur des spéculations politiques, sur le fait que Donald Trump, du coup, rattraperait Kamala Harris dans les sondages. Oui, mais alors, par contre, pour aller jusqu'au bout du raisonnement, c'est-à-dire que je ne suis pas convaincu, même si je pense 65 000, ce qu'on disait, c'est un seuil symbolique, c'est un seuil technique dont il faut tenir compte, mais j'ai toujours cette impression, quand vous regardez l'allure graphique du Bitcoin et la séquence qui nous a précédé, il y a eu encore une fois ce gros rallye qui est parti de début 2023 jusqu'à début 2024, où on a fait x4 sur Bitcoin, et c'est tout à fait normal dans une phase dans laquelle nous sommes, d'ailleurs, celle qu'on décrivait, gros range entre 50 et 70, un peu au-dessus. Je pense qu'on peut rester encore des mois là-dedans. Je ne suis pas du tout convaincu que parce qu'on passe 65 000, on va à 80 ou 100. C'est plutôt que le 65 000 retapé, ça veut dire qu'on entérine un peu plus cette idée du range et qu'on va se balader dans ce range-là quelques temps encore. Mais c'est quelque chose qui me dérange un peu, c'est que je ne vois pas comment les marchés américains, sur les niveaux de valorisation qui sont les leurs actuellement, et avec un taux qui se redresse et un dollar qui se redresse, c'est pas la bonne recette normalement pour que les marchés américains fassent encore plus 10%. Donc je m'attends de la volatilité sur les actifs type Nasdaq, donc les actifs les plus à risque, et je ne vois pas comment ce cadre de figure-là, la partie crypto et Bitcoin serait à l'écart de ça. Je pense que même si on revoit 65 000, même si on repart un peu au-dessus, je pense qu'il y aura quand même des vagues de retour à 60 000, voire un peu en dessous, parce qu'il y aura des prises de gains sur les actifs à risque aux États-Unis. Je pense que ça va arriver dans pas forcément trop longtemps. Et je ne vois pas dans ce cadre-là comment Bitcoin pourrait s'extraire de cette... C'est une classe d'actifs maintenant, il est intégré comme un actif, et je ne vois pas comment il pourrait s'extraire de ça de manière immédiate en tout cas. À moyen terme, oui, mais à court terme, j'en doute encore un petit peu. Vincent Fourcault, on est à 22 jours de l'élection présidentielle du coup américaine, dont on parlait à l'instant. Pour vous, il y aura vraiment une différence pour le marché crypto. Là, je parle plutôt du marché crypto. Si Kamala Harris gagne ou si Donald Trump gagne, pour vous, le marché crypto, il y aura une différence dans les mois qui viennent? En fait, pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'analyse d'Alexandre, mais tout ça pour dire que je pense que le marché crypto est composé d'intervenants qui ont une grande maturité, beaucoup plus grande que celle qu'on pourrait penser, imaginer d'un point de vue de l'investisseur traditionnel que je suis. Alors Alexandre, je sais pas, vous parliez des marchés en général ou du marché crypto? Moi, je considère qu'il n'y aura aucun effet effectivement politique une fois que l'élection sera passée. Je pense que les cryptos suivront un cours, je pense, pendant la campagne. Voilà. Moi, je pense qu'ensuite, que ce soit républicains ou démocrates, ce n'aura pas d'influence, en tout cas directe, sur le cours des... Ce que je veux dire, je vais préciser mon propos, c'est que le marché aujourd'hui monte tout simplement parce que les électeurs américains qui achètent la crypto aujourd'hui ont bien compris que, quel que soit le candidat, le grand gagnant de cette élection américaine, c'est la crypto-monnaie. C'est le grand gagnant, dans les deux camps. Et que donc, ils jouent déjà l'annonce du gagnant, quel que soit le gagnant, et donc, ils achètent déjà la crypto, ils la font monter maintenant, parce qu'ils ont de l'intérêt, parce qu'ils pensent qu'elle va monter après. Donc, ils vont la faire monter avant, jusqu'à l'élection. Après l'élection, on ne sait pas, mais à très court terme, moi, mon pari, ma perception, c'est que les gens achètent l'élection en se disant ça va monter après, parce qu'il n'y a plus de raison négative de ne plus détenir des crypto-monnaies. Mais en tout cas, dans tous les précédents cycles, on a vu que globalement, la saisonnalité de l'élection présidentielle, qui est d'ailleurs à chaque fois la même année que le fameux halving, à chaque fois, on a eu une appréciation du marché crypto derrière. Donc, bon, attention, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais à chaque fois, ça a monté derrière. Et est-ce que vous pensez, Vincent, je repose la question,
est-ce qu'il y aura vraiment une différence, que ce soit Trump qui passe ou Kamala Harris qui passe, une fois cette élection passée? Je pense que le gros de la hausse d'ici la fin de l'année va se faire maintenant. Et Avant qu'ensuite- l'élection? Avant l'élection, et ensuite ça va continuer très fort. Voilà. Mais avec une orientation beaucoup moins forte que les 3 prochaines semaines, parce que le thème va être joué maintenant. Et ça, c'est typiquement le comportement des boursiers traditionnels. Si on joue la nouvelle, et donc quand elle tombe, elle a moins d'impact, parce qu'on l'a déjà joué avant. Mais vous pensez qu'après la nouvelle, Elle va après le continuer. résultat, ça va Il y a continuer? une dimension momentum, parce que la psychologie de l'investisseur, il ne change pas d'avis toutes les 2 minutes. Il y a les capitaux qui vont se lancer dans les conduits. La décision qui est prise aujourd'hui, j'en mets un petit peu, je renforce mes positions, je m'allégerai sur l'annonce, donc quel que soit le résultat, mais je reviendrai de toute façon parce que c'est une classe d'actifs à part entière que je souhaite avoir en portefeuille. Et Alexandre Barralez, alors on voit que Vincent est très positif, mais est-ce que vous croyez comme Vincent qu'après l'élection, est-ce que déjà vous partagez un petit peu, alors visiblement vous n'étiez pas forcément d'accord, mais est-ce que vous partagez quand même un petit peu le fait que ça devrait monter assez fort avant l'élection parce que tout le monde s'excite, et qu'après derrière ça se calme mais que ça continue à monter? Vous y croyez de ça? On est moins Je d'accord parle du marché On n'est crypto. pas d'accord sur le timing, mais sur la classe d'actifs, oui. Moi, je considère que le rallye x4, en gros, en 2023-2024, on le consolide et après on continue. C'est-à-dire, c'est la structure du marché de consolidation, on voit qu'elle est très différente de ce qui s'est passé, par exemple, après l'envolée 2020-2021, où là, il y a eu des premières grosses secousses, c'était remonté quasiment sur des records, et après, c'est tombé très vite. Là, on voit que le marché ne rend pas ses gains. Donc, c'est effectivement le signe d'une classe d'actifs où déjà la smart money est arrivée, ce qui n'était pas le cas dans le rallye précédent. Il y a beaucoup de retail, beaucoup d'effets de levier. Là, on voit que les instituts ont participé largement à ce rallye. Les produits ensuite, type ETF, qui nécessitent de la couverture derrière, ont aussi amené des flux qui n'existaient pas auparavant. Donc, la structure est beaucoup plus saine dans ce rallye, dans cette phase-là, qu'elle ne l'était à l'époque 2020-2021, qui était boostée par la liquidité, par les taux bas, etc. Donc oui, je suis tout à fait d'accord sur la structure du marché qui est beaucoup plus saine. Simplement, c'est le timing de sortie de cette zone. C'est-à-dire que pour moi, le gros range, 50, 110 000, je ne crois pas, on verra si je me trompe, mais qu'on en sorte... ou quand même qu'on tape le point haut avant l'élection. Je pense qu'on va rester encore des mois dans cette structure-là, avec des oscillations qui restent trop importantes, mais ça participe toujours d'un phénomène de consolidation qui finira par sortir par le haut. Moi, je verrai la sortie un peu plus tard. Je dirais plutôt l'année prochaine et peut-être plutôt à partir du S2 l'année prochaine. Voilà. Parce que c'est vrai que l'élection américaine, c'est dans 22 jours. Ça va passer vite, Vincent. Moi, ça vient juste des données que je trouve en faisant de l'analyse comportementale, qu'on crunch la data publique sur des sites, on constitue des bases de données qui deviennent propriétaires, et ensuite on fait tourner nos IA là-dessus. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que visiblement, on doit s'attendre à un mouvement significatif d'ici l'élection. Bon, et quels pourraient être les autres catalyseurs, Alexandre? Parce que là, quand on parle des élections, on ne parle plus tellement de macroéconomie. Moi, j'aimerais avoir un petit peu votre avis sur le fait, on en a parlé en introduction, ce qui s'est passé hier, la prouesse de SpaceX avec Elon Musk derrière. On a le Bitcoin qui monte aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est lié, est-ce que c'est pas lié? Je ne sais pas. Mais on sait que Elon Musk est un grand soutien de Donald Trump dans cette présidentielle. Il s'en cache pas. Est-ce que c'est un succès pour Elon Musk? Est-ce que Elon Musk peut toujours avoir autant d'influence sur le marché crypto que ce qu'il a eu et ce qu'il avait il y a encore quelques années? Je pense que oui. Quand on voit ces tweets à l'époque sur ex-tweet, donc on peut passer un X sur le Dogecoin, ça faisait bouger le marché de manière évidente. Mais à l'époque, ça faisait beaucoup bouger le marché. Mais est-ce que les gens, il n'y a pas un peu, à force de crier au loup, on répond plus trop? Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir toujours cette influence-là, ou alors qu'il l'a un peu perdue? Non, je pense qu'il peut l'avoir, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a mis un peu en retrait. C'est-à-dire qu'on le voit beaucoup moins actif sur ces sujets-là depuis quelques temps. Peut-être qu'il y a aussi un comportement préélectoral qui prévaut dans ce cas de figure-là, mais je pense que s'il devait monter ou intégrer, par exemple, à X des systèmes de paiement, d'échange et de règlement qui intègrent les cryptos ou autres, tout de suite, ça créerait sur le marché, notamment s'il y a un ticket de Musk et que Trump est effectivement élu derrière, on verrait tout de suite le côté un peu vertueux, c'est-à-dire un candidat qui est pro-crypto et Musk derrière, s'il y avait un projet qui s'était développé sur les cryptos, ça aurait un effet d'entraînement. Donc, je ne sais pas si ce qu'on a vu hier a pu jouer sur le marché, mais on voit que depuis 2-3 jours, en tout cas, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas corrélé, alors que ça a été pas mal de temps au taux, au dollar ou autre. On voit que depuis quelques jours, c'est plus le cas. C'est moins sensible à cet aspect. Vu ça se décorrèle de ces éléments macroéconomiques, peut-être que, encore une fois, ce n'est qu'une supposition, peut-être que des événements comme ça, qui indirectement peuvent profiter à Donald Trump, peut-être que ça peut un peu doper un peu le marché, en tout cas le marché très spéculatif court-termiste avant cette élection. Oui, à court terme, oui, mais je pense quand même que les forces de rappel macro vont être là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne veux pas faire trop long, mais si on voit que les chiffres d'inflation aux États-Unis, ce qu'on a eu un petit peu la semaine dernière, sont plus résilients, etc., il y aura des phénomènes de marché obligataires forts, devises fortes. Peut-être que la Fed va réviser un peu son jugement sur le nombre de baisses de taux qu'il faudra placer d'ici 1 ou 2 ans. Et ça, c'est des forces, on l'a vu, Bitcoin, aussi nouvelle cette classe d'actifs soit-elle, et aussi sensible à des questions qui lui sont propres. On voit que les forces de rappel, liquidité,
volatilité, taux ou autre, quand la Fed assouplit ou quand la Fed durcit, ça a un vrai impact sur le marché crypto, au-delà de tous les projets qui sont portés, d'innovation que c'est. Donc là, c'est une classe d'actifs, et une classe d'actifs, comme les actions, comme les obliges ou autres, qui répond aussi, parfois, à des comportements de corrélation avec les taux, le dollar et les politiques monétaires. Donc je pense que ces sujets, ils ont pu être un peu évacués à court terme pour des sujets d'actualité, sondage ou autre, mais je pense quand même que c'est des grosses forces. Peut-être qu'on n'est pas d'accord sur la force motrice de la macro, mais en tout cas, quand on regarde la séquence, en gros 2020 jusqu'à 2024, l'aspect hausse de taux, baisse de taux, dollar ou autre, a quand même eu un impact massif sur les cryptos. Vincent Fourcault, pas d'accord. Alors Vincent Fourcault, dites-nous, alors c'est intéressant, et ma question c'est, est-ce que chez Quant Alpha Signals, dans les data que vous regardez, est-ce que vous regardez un peu de ce dont je viens de parler, c'est-à-dire l'influence que peuvent avoir telle ou telle personne ou tel événement, hors macroéconomie? Évidemment, nous, on s'intéresse non pas à la donnée uniquement financière que vous évoquez, qui est très juste, dans, je dirais, l'ancien monde, le monde de la bourse, des taux, des obligations, enfin tout ce qui n'intéresse pas les jeunes d'aujourd'hui qui ont des cryptos. Et ils n'ont pas les mêmes réflexes. Ils ont du bon sens, ça c'est sûr, mais ils s'intéressent à autre chose. Donc si on ne s'intéresse pas à ce quoi eux ils s'intéressent, on ne peut pas comprendre les cryptos. Et Vincent, vous pensez que là, le marché crypto va être pas mal influencé plus par le retail, par les jeunes, plutôt que par les gros mouvements de la finance traditionnelle? Je pense que les mouvements de fonds, aujourd'hui, c'est des mouvements d'institutionnels, c'est des prises de décision qui sont faites en comité, et quand elles sont prises pour des années. Quand on décide d'alléger, on décide d'un trimestre à l'autre. Donc c'est des décisions qui ont un processus de décision qui sont assez lents, voire très lents. Chez les jeunes qui détiennent de la crypto, quand je parle de crowd, la foule d'intervenants, ces gens-là, ils sont instinctifs. Ils voient cette magnifique fusée revenir sur Terre, se dire que Elon Musk, c'est le plus grand entrepreneur de tous les temps, et que ce gars-là, il va forcément claquer quelque chose sur les cryptos ou dans le domaine de la tokenisation de l'économie. Évidemment, ils sont excités, ils sont en train de remettre un peu de prime sur les cryptos comme étant un outil, une valeur d'utilisation, non pas à 70 000 $, mais peut-être à 500 000 $, en se disant, il n'y a pas de limite, parce qu'aujourd'hui, regardez ce qu'on est capable de faire, alors qu'il y a 10 ans, ils commençaient tout juste avec la Tesla. Bon, écoutez, très complet ce plateau aujourd'hui. Messieurs, vous reviendrez nous dans quelques semaines, là, nous reparler un petit peu de vos données. On suivra un peu comment ça s'est passé par rapport, si le marché a plutôt suivi la macro, ou alors plutôt suivi les événements au-delà de la macro, ou alors les deux, très possiblement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vincent Fourcault, CEO de Quant Alpha Signals, Alexandre Baradès, chef analyste chez IG. On vous retrouve dans BFM Bourse là dans quelques minutes. Et puis Sébastien Baudry, journaliste BFM Crypto. On retrouve d'ailleurs votre chronique est disponible sur notre site d'ores et déjà. Je rappelle que Donald Trump lance ça y est son token et sa plateforme d'investissement crypto demain donc. Et puis la newsletter de Sébastien qui sort chaque lundi à 18h, c'est gratuit, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.